Notre invité est historien, professeur émérite de l'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers. Il est spécialiste de la justice pénale au XIXe siècle. Il a analysé les archives judiciaires pour comprendre les actes criminels et la manière dont ces derniers sont perçus par la société. Il a poussé les portes des prétoires avec préméditation pour réfléchir sur le droit de punir. Il a multiplié les approches et croisé les disciplines et les ressources documentaires pour écrire l'histoire de la haine, cette passion funeste. Les crimes et les criminels du Poitou n'ont aucun secret pour lui. Ses travaux nous offrent un éclairage sur le désordre des pulsions, le terme est le sien, et nous invitent en somme à méditer sur la nature humaine. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont La chair des prétoires, Justice et déviance à l'époque contemporaine, Les crimes passionnels n'existent pas. Nous évoquerons avec lui un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique à l'époque. C'est donc un voyage entre passé et présent que nous nous apprêtons à commencer en compagnie de Frédéric Chauveau. Frédéric Chauveau, bonjour et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien à la médiathèque François Mitterrand, dans le salon littéraire où le portrait et les livres de Michel Foucault sont à l'honneur. Frédéric Chauveau, est-il vrai que vous avez soufflé une citation à Robert Badinter quelques instants avant l'une de ses plaidoiries? Laquelle et dans quel contexte? Oui, alors ça c'est vrai, c'était un colloque qui était organisé dans la grande chambre de la Cour de cassation et c'était une manifestation qui visait à faire le point un petit peu sur la cour d'assises. Voilà. Et puis c'est le moment où Robert Badinter n'était plus garde des Sceaux. Il était à ce moment-là sénateur et venait dans les débats la question de l'appel en cour d'assises, puisque jusqu'à présent, quand on était jugé par la juridiction supérieure, c'était voilà, en une seule fois, il n'y avait pas de possibilité de faire appel. Et donc, dans le cadre de la discussion, j'avais mentionné... On l'oublie ça parfois. On l'oublie parfois, oui, oui. Et dans le cadre de l'échange de la conversation, j'avais notamment mentionné Jérémy Bentham, qui avait évoqué... Juriste et philosophe. Juriste et philosophe, oui, tout à fait, qui est l'inventeur justement du panoptique qu'a repris Michel Foucault, c'est-à-dire cette prison circulaire ou semi-circulaire. Mais Jérémy Bentham s'est intéressé aussi au droit de juger, à la difficulté de juger, de prendre une position, et à la question des preuves. Donc sur ce droit de juger, citation de Jérémy Bentham, donc Robert Badinter, dans le cas des champs, il dit: est-ce que je peux reprendre cette citation, ce qui montre bien quand même toute la modestie du personnage. Enfin, quand je dis personnage, c'est voilà, mais de l'homme de droit qui était Robert Badinter, voilà, parce que il pouvait très bien le faire sans demander donc la permission ou l'autorisation. Non, c'est vrai, oui. Donc, il vous est arrivé en tant qu'historien d'être associé à la prise de décision, notamment sur la question de la carte judiciaire, ou encore sur les peines planchées. Selon vous, l'historien de la justice a-t-il un rôle à jouer dans la cité par rapport à un certain nombre de projets de réforme? Oui, je crois que les historiens et les historiennes de la justice peuvent avoir un rôle à jouer, à condition, si je peux dire, de rester dans leur rôle et dans leurs compétences. Alors, que ce soit les aspects que vous avez mentionnés, on peut également évoquer la question de la composition du jury. Voilà, donc là, je pense que l'historienne ou l'historien peut apporter un certain nombre d'éclairages, et le fait de les donner, que ce soit documenté, ça peut être une aide à ce moment-là à la prise de décision, mais je reste persuadé que si les historiens et les historiennes peuvent être engagés dans le choix de leur thème de recherche, pour que leurs paroles soient crédibles, ils ne sont pas non plus des militants de telle ou telle cause. Mais par contre, leur compétence et leur légitimité vient de leurs travaux et de leurs recherches dans les archives. Cela fait partie de votre mission. Tout à fait. Oui. Donc, non, mais parce que certaines personnes pourraient dire, est-ce qu'un historien, sa place, c'est en place dans le salon rouge de la place Vendôme, en fait? Est-ce que c'est ça son travail, en réalité? Si un historien est consulté, je pense que voilà, il peut effectivement donc faire le déplacement, apporter les compétences qu'il peut avoir. Ou récemment, c'est peut-être moins connu, quand l'ancien garde des Sceaux, Dupond-Moretti, avait mis en place une commission sur la présomption d'innocence. On m'avait demandé de faire un petit peu donc une historique des débats autour de la question de la présomption d'innocence. Donc là, j'y suis allé. Voilà. Et j'ai fait état, je veux dire, des connaissances à ce moment-là sur cet aspect-là. Et en tant que historien, si j'avais pas fait le déplacement, qui aurait pu apporter cet éclairage? Voilà. Donc là, il m'a semblé que là, je sortais pas, si je peux dire, de mon rôle, où j'apportais un certain nombre de connaissances sur ces aspects.
Je reviens un peu en arrière sur l'origine de votre intérêt pour la justice. Jeune chercheur donc, vous vous êtes plongé dans les archives judiciaires, qui sont une mine d'informations, j'imagine, pour comprendre les sociétés rurales du 19e siècle en particulier. Alors, qu'avez-vous découvert à ce moment-là sur les crimes? Par exemple, qu'est-ce qu'on vole au 19e siècle? Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi on tue pour les mêmes raisons aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des crimes, est-ce qu'il y a des délits qui sont plus récurrents au 19e siècle? Oui, alors dans votre question, il y a Il y a deux plusieurs. aspects. C'est la première, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux archives judiciaires en France. En fait, pour l'époque contemporaine, on savait qu'il existait des dossiers qui étaient très mal classés un petit peu partout. Mais en fait, à l'époque, ce qui prédominait, c'était l'histoire quantitative. Donc, on comptait les affaires, mais en réalité, quasiment personne n'avait ouvert les dossiers. Et dès qu'on ouvre évidemment une liasse de dossiers de procédure de cour d'assises, à ce moment-là, c'est un univers complet qui apparaît, parce qu'on peut même avoir, même si ça n'a aucune utilité aujourd'hui, les horaires des diligences, les jeux de cartes auxquels on pouvait jouer dans les estaminets ou les auberges. Maintenant, au niveau des crimes, là aussi, il y a une histoire qui a changé, parce qu'en gros, au 19e siècle, l'essentiel, disons au moins 50% des affaires sont des affaires d'atteinte aux biens, c'est-à-dire de vol, de cambriolage. Alors qu'aujourd'hui, donc là, vous savez, là, je vous apprends rien, l'immense majorité des affaires sont des affaires de mœurs. Donc là, on a à la fois un changement des comportements, de l'enrichissement, mais aussi sans doute du regard de la société sur un certain nombre de comportements et conduites. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le jury était composé uniquement d'hommes, il y en avait 12. Les femmes ne participaient pas à la mise en place de la justice, sauf peut-être dans le domaine de la défense, où les premières avocates apparaissent à partir des années 1930, mais il n'y a pas de magistrat femme. La justice est masculine, donc. La justice est totalement masculine, y compris les experts judiciaires. Voilà, les experts sont tous des hommes. Et quel a été le rapport des Français à la justice à ce moment-là? Est-ce que, par exemple, ils avaient recours dès le début à la justice, ou est-ce qu'il y avait d'autres voies avant de... Alors ça, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a du mal à avoir suffisamment de documentation pour donner des affirmations très solides ou très construites, mais en gros, il y avait 3 modes de régulation des conflits. Le premier mode de régulation, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'accommodement. C'est-à-dire qu'on a une gamine de 8 ans qui a été violée, et à ce moment-là, la première démarche des parents ou de la famille, c'est de trouver un accord avec la famille du violeur ou de l'agresseur sexuel. Et cet accord, c'est une compensation financière. Deuxième mode de régulation des conflits, c'est assez basique, ça continue toujours d'exister aujourd'hui, c'est la vengeance. Voilà. Et on a dans les dossiers judiciaires comme ça des personnes qui, pendant 20 ans, ruminent, voilà, donc la vengeance, ils finissent par tuer leurs voisins ou telle autre personne. Et puis le troisième mode, à ce moment de régulation, c'est le recours à la justice officielle. Alors des fois, évidemment, c'est tout à fait, si je peux dire, louable. C'est pour que la justice se saisisse de l'affaire et puis instruise. Et puis d'autres fois, c'est parce qu'on considérait que ça allait causer beaucoup de désagréments à son adversaire, parce que les procès allaient ou la recherche allait s'étendre comme ça sur de très longues années. Et à ce moment-là, donc, au lieu d'avoir une sanction brutale en peu de temps, eh bien pendant 15 ans, on espérait comme ça que la personne allait se trouver dans les démêlés de l'instruction judiciaire. Donc il y avait aussi cette partie-là qui est aussi religieuse, parce que c'est une société religieuse, donc il y avait ce côté-là qui est peut-être... C'est une société religieuse, tout en sachant quand même qu'au dans début, les prières, on évoquait dans certaines prières du soir, on disait donc Seigneur de la justice, livrez-nous. Alors comment punit-on par ailleurs, en fait? Quelle a été la prison a commencé, donc a été créée au 19e siècle. Est-ce qu'il y avait d'autres façons de punir? Oui, il y a d'autres façons de punir, et c'est là justement dans cette transition qui est importante, parce que c'est toujours celle qu'on connaît aujourd'hui, où le rôle de Michel Foucault a été essentiel, parce qu'il a bien montré qu'on passait de l'éclat des supplices sous l'Ancien Régime, où on pouvait maltraiter le corps des justiciables qui étaient condamnés de toutes les façons possibles, et le corps à ce moment-là donc appartient au roi. Or, avec la Révolution française et puis le 19e siècle, la justice change. On veut punir, mais on veut supprimer la torture. Et donc à ce moment-là, c'est globalement la prison qui devient donc le centre névralgique du droit de punir. Alors même s'il a existé un certain nombre de peines complémentaires qui ont été abolies à partir de 1832,
comme par exemple on pouvait couper le poignet droit de l'auteur d'un parricide, ça a été supprimé, et on a maintenu à ce moment-là donc la peine de mort, mise sous la forme de la guillotine. Et à l'époque, par rapport aux contemporains, ce qu'on voulait, c'est une mise à mort juridique qui ne puisse pas être un spectacle. Ce qui n'a pas été tout à fait le cas, puisque même à Poitiers, par exemple, lors d'exécution capitale, il y avait donc une foule qui était donc assemblée. On pouvait louer son balcon pour apercevoir de la fenêtre ou d'un lieu surélevé donc le supplice des malheureux. Il y avait une théâtralisation de ces Ah oui, il y avait une supplices, ouais. théâtralisation. Ce qui était contraire d'ailleurs à la logique des parlementaires et des gens de justice, où normalement la mise à mort ou l'exécution, ça ne doit pas être un spectacle. Or, en réalité, évidemment, ça drainait à la fois donc une foule qui était relativement donc importante, et puis évidemment, ça a suscité aussi toute une série d'articles dans la presse de cette époque-là, qu'elle soit à l'époque royaliste ou républicaine. Alors justement, vous évoquez la presse, le 19e siècle correspond à son âge d'or, notamment la presse écrite. À ce moment-là, on assiste à la naissance de plusieurs journaux, dont la Gazette des Tribunaux. C'était en 1825 qu'elle a été créée. Et pendant cette époque, les Français ont développé un vif intérêt pour les faits divers. Pourquoi cet engouement? Alors, ce qui est difficile, évidemment, c'est de déterminer est-ce qu'il n'y avait pas non plus un intérêt pour les faits divers à l'époque moderne, au XVIIIe siècle. Mais à ce moment-là, c'était sans doute par le bouche à oreille, où il existait aussi une littérature de colportage qui reposait pas nécessairement sur des affaires réelles. On inventait un petit peu, on faisait des dessins, mais on pouvait donc transporter ces petits fascicules qu'on a appelés après les canards sanglants un petit peu partout. Ce qui veut dire qu'on pouvait très bien donc vivre dans un lieu donc un petit peu reculé et être confronté donc à ce moment-là à ces récits. Mais au 19e siècle, et là vous avez raison, ce qui change véritablement, c'est l'essor de la presse écrite. Alors ça se fait en plusieurs temps, parce qu'au début la presse coûte cher, c'est par abonnement, et donc à ce moment-là, si on veut avoir un journal, il faut payer un abonnement de 6 mois, et donc on peut se cotiser à plusieurs pour avoir les nouvelles qui couvrent à ce moment-là les pages des journaux. Et puis à partir, en gros, des années 1860, on voit l'essor à ce moment-là de la presse à grand tirage, et les 4 grands nationaux de cette presse-là vont chacun atteindre, voisiner aux alentours de 1 million donc d'exemplaires. Ce qui ferait pâlir un peu un certain nombre de rédactions aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, il y a eu des champs. Alors, tout en sachant qu'avant la Première Guerre mondiale, on considère que au niveau du lectorat des journaux, c'est à peu près 11 millions de personnes. Donc à l'époque, à l'échelle mondiale, c'est colossal. Alors, Didier Decoing, dans son dictionnaire amoureux des faits divers, il a une explication à cela. Alors, je le cite, il dit « Ce qui nous séduisait, c'était le petit peuple des faits divers. Je dis petit peuple parce que les grands, les puissants, se réservent le fait historique. Aux petits, aux modestes, échoit le fait divers, même si à terme, la conclusion est la même. Des victimes, des tueurs, du sang, une scène de crime insoutenable. » Alors, c'est à la fois vrai, puis en même temps, ça mériterait d'être tempéré, parce que ce qui intéresse en fait souvent le public dans les récits de faits divers, c'est les faits divers qui se passent dans les milieux favorisés ou privilégiés de la société. Quand ça se passe dans des milieux beaucoup plus modestes, sauf s'il y a une part de mystère ou de quelque chose qui est incroyable ou insoluble, ça n'intéresse guère. Voilà. Et donc ces faits divers qui touchent les élites, par exemple, Victor Hugo a été confronté à cet aspect-là. Il le raconte dans Choses vues. Oui. Et en 1847, il y a un crime. C'est une marquise de l'aristocratie qui est tuée. C'est un féminicide, mais évidemment à l'époque on n'utilise pas le mot. Il se déplace. C'est l'affaire Violette. Non, non. Non, c'est l'affaire. Là, j'ai un trou de mémoire. Non. Ça c'est le 20e, voilà. D'accord. J'ai un c'est trou pas de grave, mémoire ça va soudain. revenir. En tout cas, ça a été cité dans Choses vues. Dans Choses vues. Oui, voilà, c'est ça. Si, voilà, c'est la duchesse de Praslin. Voilà. D'accord. Voilà. En 1847, et en fait, on mène l'enquête parce qu'on trouve son cadavre. Victor Hugo va visiter la chambre. Il y a du sang partout sur les murs, jusqu'à une hauteur de 1,50 m. Voilà, ça veut dire que, en fait, on l'a poignardé, mais le temps de mourir, elle a tourné autour du lit, tout autour de la chambre. C'est un crime d'une brutalité épouvantable. Et puis on découvre que finalement après, c'est son mari, qui est pair de France, donc c'est l'équivalent d'un sénateur aujourd'hui, qui est l'auteur du crime. Et ça, évidemment, ça suscite un émoi considérable dans toute la France, et certains historiens un peu rapides ont dit que ce crime-là est une des causes, ou la cause, de la révolution de février 1848 qui met à bas la monarchie et qui instaure la Seconde République. Il a été condamné? Alors, il s'est empoisonné en prison.
Alors, vous l'avez dit, donc les journaux ont su tirer profit de cette aubaine quand même, qui sont les faits divers et en augmentant les tirages. Mais la presse a aussi contribué à médiatiser la justice pour lutter contre l'arbitraire dans certaines procédures. Elle a aussi permis de relayer un certain nombre d'affaires qui ont marqué les esprits. Et puisque nous sommes à Poitiers, nous allons nous arrêter sur une affaire qui a eu lieu donc dans notre cité des Sans-Cloches, qui est l'affaire de la séquestrée de Poitiers, qui a été popularisée grâce au livre d'André Gide. Que s'est-il passé? Alors cette affaire de la séquestrée de Poitiers, c'est une affaire qui est assez compliquée parce que dès qu'elle apparaît, en 1901, il y a un périodique à l'époque qui est très important qui s'appelait l'Illustration. Et l'Illustration va publier pour la première fois, en première page, sur tout l'espace qui lui est dévolu, une photo de Blanche Monnier, donc une jeune femme, mais qui est d'une maigreur absolument donc épouvantable. Alors la photo évidemment a été un petit peu retouchée parce que à cause de la pudeur, on pouvait pas exhiber totalement son anatomie comme ça donc au public. Donc on a arrangé un petit peu donc la chevelure pour qu'elle soit présentable. Mais c'est la première fois où on a une photographie d'une personne d'une maigreur absolument donc inédite. Donc ça choque quand on regarde la photo. À l'époque, les contemporains pouvaient éventuellement observer des dessins, mais pas de photos. Et l'image est d'une brutalité donc colossale. Donc l'affaire apparaît comme ça. Et d'emblée, on dit évidemment, c'est une malheureuse qui a été séquestrée par sa famille. Alors cette famille, les Monnier, c'était une famille qui était tout à fait donc respectable, Bourgeoise. Voilà. qui habitait pas très loin de la prison de la Visitation à cette époque. Le père avait été doyen de la faculté des lettres, ce qui n'est pas rien. Son frère, lui, avait été sous-préfet, voilà, et plus des différentes occupations. Des gens très bien, comme on dit. Des gens très bien, voilà, sous tout rapport. En tout cas, de l'extérieur. De l'extérieur. Alors à ce moment-là, donc on affirme en fait que c'est cette jeune fille, parce qu'il y a plusieurs hypothèses, la rumeur a couru un petit peu dans tous les sens, qu'elle a été séquestrée par ses parents parce que au départ, elle avait eu une aventure un petit peu amoureuse, la famille s'y était opposée, voilà. Bien. Alors ça, c'est un petit peu donc la rumeur. Le commissaire de police se rend sur place et effectivement, il trouve une pièce qui est particulièrement sombre et il aperçoit donc une jeune femme qui est allongée dans un grabat absolument épouvantable. Il y a des coquilles d'huîtres, il y a toute chose, il y a une odeur absolument donc épouvantable. Oui, parce que là, on a le livre, donc la séquestrée de Poitiers. Et d'abord, comment ça se sait? Comment ça se sait? Comment on apprend effectivement qu'elle a été séquestrée? D'abord, c'est la presse locale. Voilà, parce que la presse locale est au courant, elle sait que le commissaire s'est déplacé sur place, donc l'information à ce moment-là circule. Et puis comme c'est quand même une affaire tellement extraordinaire de la manière dont c'est présenté, et bien à ce moment-là, la presse nationale va aussi s'en saisir. Alors au début, les journalistes travaillent à minima, c'est-à-dire qu'ils font du coupé-collé. Et puis après, ils envoient un certain nombre de représentants, de journalistes et d'envoyés spéciaux pour essayer sur place. Alors là, j'ai justement la lettre qui a été envoyée au procureur général. Donc je cite: Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Bastien, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infect depuis 25 ans au hameau dans sa pourriture. Donc l'acte de dénonciation, c'était aussi c'était courant à l'époque? Disons que la délation, je dirais pas que c'est un sport national, mais c'est quelque chose qui a existé après, notamment lors de périodes de conflits, voilà. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que à la fois, ça peut être considéré comme une forme de délation, mais on peut aussi supposer que l'auteur de la missive se voulait être un petit peu donc lanceur d'alerte en disant: je voudrais donc porter à la connaissance une situation qui me semble absolument insupportable et inqualifiable. Alors après, évidemment, on a démêlé donc les fils, mais à l'époque, il faut pas oublier, il y avait donc deux journaux, une presse républicaine et puis une presse royaliste. Et à ce moment-là, dans la presse républicaine, évidemment, c'est la preuve que les élites sont capables de maltraiter donc leurs propres enfants et qu'on peut pas leur faire confiance. Donc il y a aussi toute une polémique qui se fait jour. Un premier procès, Madame Monnier, mère, est envoyée en prison. Elle meurt quelques jours après. Et finalement, donc le seul coupable entre guillemets qui reste à ce moment-là disponible, c'est le frère. Et le frère lui-même était atteint d'une infirmité, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'odorat.
quand il se rendait dans cette pièce, évidemment, tout Il ce qui sentait rien. semblait, non, tout ce qui était nauséabond, là, évidemment, là, il pouvait pas s'en rendre compte. Donc, il y a un Après, il y premier. avait aussi les servantes, Il y a aussi il y avait les servante, mais voisines. voilà. Mais la servante qui l'a servi pendant très longtemps, donc en fait a terminé, si je peux dire, son service en 1896. C'est elle qui l'avait accompagnée. Et après, c'est d'autres servantes qui ont pris le relais. Donc pour elles, quand elles ont été embauchées, on leur a dit bon oui, voilà, il y a la jeune fille, elle est folle, il y a aucun lieu qui veut l'accueillir, où elle serait maltraitée de manière encore plus insupportable. Donc finalement, elles n'ont pas remis en cause cette version-là. Et lorsque le frère de Blanche Monnier est traduit en procès, la première fois donc par tribunal correctionnel, il est condamné donc à 16 mois, on fait appel, et très rapidement, et finalement, donc, il est acquitté, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de charge suffisante et qu'il n'y a pas eu véritablement donc une séquestration donc contre cette jeune femme, même si quand le commissaire fait la perquisition, on va la peser à l'Hôtel-Dieu de Poitiers, et à ce moment-là, donc elle pèse quelque chose comme 24 kilos. Normalement, c'est quasiment impossible, c'est-à-dire que là, on passe de vie à trépas, et donc elle est sauvée de manière là aussi donc miraculeuse. C'était quasiment le point de rupture. À ce moment-là, la notion de non-assistante à une personne en danger n'existait pas. À ce moment-là, donc il y a la non-dénonciation de crimes peut exister, mais là aussi, est-ce que la personne était véritablement en danger par rapport aux critères d'aujourd'hui? Donc c'est une série d'éléments qui sont assez compliqués, parce que on peut pas regarder ça avec le point de vue d'aujourd'hui. Oui. Alors, la séquestration aussi est vue donc comme une façon d'exclure ceux qui dévient de la norme. Donc ça fait partie des thèmes qui traversent les travaux de Michel Foucault. Est-ce que vous pourriez dire que donc là la folie a été perçue déjà à ce moment-là par la société comme quelque chose qu'il fallait exclure, qu'il fallait mettre de côté? Ben la folie, globalement, à l'époque, d'abord, souvent, c'est une expression générique pour le grand public. On parle de fou et de la folie, sans rentrer dans le détail. Alors, simplement, lui, le législateur, quand le code pénal napoléonien de 1810 est adopté, il y a à l'intérieur un article 64 qui dit que quelqu'un, alors je résume un petit peu, mais qui dit que quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit ne peut pas être jugé, donc il ne peut pas être condamné. Mais à ce moment-là, on le retire de la société. On le met dans un asile ou on essaye de le placer quelque part. Et à ce moment-là, le fait que quelqu'un puisse dire qu'il a des troubles mentaux, c'est un message, à ce moment-là, qui est impossible à recevoir. Les fous, évidemment, sont considérés comme des personnages qu'il faut mettre de côté. Même si, évidemment, les aliénistes se transforment, se crée une véritable littérature psychiatrique au XIXe siècle, avec toute une série de réflexions sur essayer de trouver des qualificatifs. Alors, on invente même les demi-fous à la fin du XIXe siècle. Les magistrats disent, et les avocats, bon, on est d'accord avec cette catégorie, mais le problème, c'est que les demi-fous ne font pas des demi-crimes. Euh, non, je viens de penser à une expression que c'était les techniciens de sanglots. Paraît-il qu'on appelait comme ça les avocats, c'est vrai. Alors certains avocats, oui, certains avocats étaient des spécialistes parce qu'ils avaient bien compris que dans un procès, quand un avocat entre en scène ou un magistrat, en fait, il s'adresse d'abord soit aux journalistes qui sont là, parce que les journalistes, c'est important, dans leur compte-rendu, ils contribuent, si je peux dire, à la réputation ou au rayonnement des uns ou des autres. Et puis, un certain nombre d'avocats ont bien compris au XIXe siècle que l'important, c'est de s'adresser au jury. C'est eux qu'il faut convaincre. Alors certains avaient été appelés des techniciens du sanglot parce qu'ils disaient il faut d'abord donner l'exemple. Donc il y avait une sorte de sanglot, voilà, des larmes qui coulaient le long des joues. Ils s'approchaient comme ça. C'est contagieux en fait. C'est contagieux. Et en fait, ça me fait penser aussi à un passage dans Souvenir de cour d'assises d'André Gide, où il évoque cette partie-là que, enfin, certains jurés ne connaissent pas la justice, ne connaissent pas le fonctionnement de la justice. D'abord, ils arrivent, ils sont un peu apeurés, ils savent pas par où entrer. Donc cette justice est un peu moyenne. Oui, non, mais alors c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, ou avec l'ensemble des films, des séries, des ouvrages, des romans, on peut difficilement ignorer le fonctionnement de la justice. Mais à cette époque, c'est quelque chose. Toujours à votre honneur en France. Voilà, c'est ça. C'est vrai aussi. Voilà. Mais à l'époque, il y a quand même une progressive acculturation. Parce que vous avez cité tout à l'heure la Gazette des tribunaux, qui est un périodique qui est né en 1825. Donc là, il y a des comptes rendus qui sont un petit peu basiques de procès, mais on a bien donc l'ensemble des éléments et de la disposition de la salle. Et puis progressivement, eh bien,
les membres du jury, voilà. Et ça, par contre, la grande difficulté, c'est de bien comprendre quels vont être les effets de leur décision. Parce que, en réalité, on leur pose un certain nombre de questions, ils doivent répondre oui par non. Et puis après, voilà, ils ont du mal à percevoir quelles vont être les conséquences de leur décision. Et finalement, donc, les magistrats vont aider le jury, mais tardivement dans la disposition française. C'est en 1932 où, à ce moment-là, donc, un magistrat va être associé aux délibérations des membres du jury pour leur expliquer un petit peu davantage quelles vont être les conséquences de leur décision. Et puis il y a eu d'autres affaires, par exemple une affaire qui symbolise l'erreur judiciaire, l'affaire Fualdès, qui est l'affaire d'un procureur assassiné, et puis l'affaire des Sœurs Papin. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur ces deux affaires-là? Oui. Alors l'affaire Fualdès, ça c'est une affaire qui est un petit peu donc compliquée, qui se déroule en 1817 en France, à Rodez, donc ville qui est construite à ce moment-là sur un promontoire. C'est un ancien procureur général qui a été notamment à un moment donné sollicité dans le cadre du procès de Marie-Antoinette. Donc c'est une personnalité qui est à la fois donc méconnu, mais en même temps, il fait partie de ces inconnus célèbres. Voilà. Donc son cadavre est retrouvé, voilà, donc au fil de l'eau. Apparemment, il est noyé. On repère son cadavre, et à partir de là, se construit une véritable fantasmagorie, parce que on va rechercher évidemment où le crime a été commis. Alors on va supposer que c'est dans la maison bancale. Alors déjà en soi, c'est tout un programme. Et les premiers témoignages recueillis vont dire, bah oui, voilà, c'est bien là où le crime a eu lieu. On l'a allongé sur une table, on l'a égorgé, le sang a coulé, on a mis une bassine à ses pieds. C'est un cochon qui a lapé le sang. Enfin voilà, donc toute une série de détails absolument donc épouvantables. Et puis en réalité, c'est une jeune femme qui a servi principalement pour mener l'enquête. Et en fait, cette jeune femme était un petit peu donc une affabulatrice. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que ce serait un petit peu compliqué, il y a eu une très belle exposition à Rodez, parce qu'ils ont toutes les pièces du procès. Mais donc, plusieurs personnes vont être condamnées à mort. Alors voilà, on va les exécuter, et puis après, on va se dire, finalement, c'était peut-être pas eux qui étaient coupables. Et là, évidemment, on ne pouvait pas leur dire, rentrez chez vous, voilà, on vous redonne votre tête, et puis voilà. Mais donc, du coup, ça a marqué donc durablement donc les esprits, et dans toute la littérature juridique et dans toutes les histoires des erreurs judiciaires, cette affaire donc est une affaire qui a une dimension absolument donc à la fois nationale et internationale. Et pour vous donner une idée, quand on va par exemple mettre en place le manuel du petit républicain, on évoque dans un chapitre les erreurs judiciaires. Alors aujourd'hui, dans les manuels électoraux ou les manuels des partis politiques, l'erreur judiciaire n'est pas à l'ordre du jour, mais à l'époque aussi, et on évoque aussi cette affaire du magistrat Fualdès retrouvé mort. Alors les Sœurs Papin, là, c'est encore différent. C'est une affaire qui se déroule au cours de l'entre-deux-guerres, en 1933-34. Là, c'est deux sœurs qui sont deux bonnes, qui sont pas simplement suspectées, mais d'avoir tué en fait leur patronne. En réalité, leur patronne et puis sa fille aînée. Et donc c'est le mode opératoire qui a bouleversé donc la France entière, parce que elles ont été énucléées, et puis le corps a été en partie donc tailladé à l'arme blanche. Et voilà, au moment du procès, on dira oui, elle ressemblait au niveau des membres inférieurs à une sorte de baguette de pain qui est striée, comme on peut le faire quand on met donc la pâte au pain donc au four. Donc là, évidemment, cette affaire a non seulement bouleversé l'ensemble de la société française, elle a bouleversé aussi les médecins chargés de l'enquête, notamment le médecin Lévy, parce que lui, il avait très peur. Il a bien compris que c'était une affaire nationale, voire internationale, parce qu'il y a des journalistes étrangers qui sont diligentés au moment du procès. Mais évidemment, se pose quand même là l'énigme du passage à l'acte. Pourquoi ces deux sœurs ont-elles tué leur patronne et sont passées et les ont maltraitées de cette façon-là? Alors un petit peu plus tard, à la fin de l'année, il y a une grande personnalité qui s'appelait Jacques Lacan, qui deviendra après ça un psychanalyste très très connu, qui a fait dans une revue qui s'appelait Le Minotaure un article qui est assez bien construit, très lisible à cette époque-là, sur les Sœurs Papin. Et pour lui, comme d'ailleurs le docteur Lotte, qui était un médecin de cette époque-là, en fait, le véritable coupable, c'est pas Christine et Léa, les deux sœurs, c'est un troisième personnage. Alors évidemment, tout le monde s'interroge, mais qui est ce troisième personnage? C'est tout simplement l'association des deux sœurs.
Et les deux sœurs séparées, jamais ne seraient passées à l'acte. Il fait d'elle un Voilà, personnage. voilà. Et toutes les deux, voilà, on crée d'une certaine manière un personnage monstrueux qui a été entraîné dans une dynamique mortifère. Alors, les faits divers ne sortent pas de l'imagination, donc c'est vraiment de la réalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les romanciers ont puisé dans les faits divers pour trouver des sujets de romans. Dans l'Assommoir, Zola fait dire à Gervaise, témoin de l'agonie d'une voisine, la justice aurait trop de besogne si elle s'occupait des femmes crevées par leur mari. Un coup de pied de plus ou de moins, ça ne compte pas quand on en reçoit tous les jours. Ou encore, c'est terrible, il y a aussi cette phrase d'un président d'une cour d'assises, si toutes les épouses giflées par leur mari devraient le tuer, il n'y aura plus d'hommes sur terre. Donc, ces brillantes références nous renseignent un petit peu sur l'état d'esprit de l'époque, mais sous quel prisme les violences faites aux femmes ont été traitées ou maltraitées à l'époque? Alors, pour le 19e siècle, en fait, la question des violences conjugales sont pas totalement absentes. Hein, voilà. On en parle un petit peu, on n'évoque pas le féminicide, mais en général, c'est des affaires qui sont traitées, si je puis dire, sur le plan individuel. On met ça sur les mésententes conjugales, mais on pense pas que ça peut être un phénomène systémique. Là, il faudra attendre vraiment donc une époque la plus contemporaine, puisque là, avec des collègues, on avait donc organisé à l'Assemblée nationale 2 colloques sur les féminicides, et le féminicide est devenu, pour le dictionnaire Le Petit Robert, le mot de l'année, donc tout récemment. Hein, donc voilà, en 2019, c'est donc un phénomène qui est extrêmement donc récent. Alors pour le 19e siècle, on met ça plutôt sur le compte du mal-vivre ensemble des hommes et des femmes. Et puis les contemporains sont un petit peu à un moment donné désorientés, puisque quand on a la loi qui rétablit dans les années 1880 le divorce, on se dit à ce moment-là, bon ben voilà, le divorce est rétabli. Dans le cadre de mésentente conjugale, bon les époux vont se séparer et puis chacun va refaire sa vie de son côté. Et on se rend compte à ce moment-là que pas du tout. Voilà. Le nombre de femmes qui peuvent être tuées reste à peu près constante, mais à ce moment-là, on invente plutôt donc la catégorie du crime passionnel. Et le crime passionnel, comme le prétexte, c'est l'amour. N'existe pas, comme vous l'avez. Non, le crime passionnel n'existe pas. C'est une catégorie inventée. Mais du coup, ça dédouane les hommes. Et souvent, les jurys de cour d'assises, encore une fois composés uniquement d'hommes, se montrent malgré tout donc davantage sensibles en disant oui, c'est un crime un peu romantique, c'est l'amour, c'est les beaux sentiments qui dominent, même si il y a eu mort de femmes. Voilà. Et donc, on pouvait donc avoir des acquittements avec des applaudissements à la fin, évidemment, de l'audience. Alors aujourd'hui, ça semble absolument donc incroyable, épouvantable, mais c'est un crime qui passe effectivement donc sous les radars de l'opinion publique. Et pourtant, la police des mœurs à ce moment-là était, j'ai envie de dire, sévissée. Oui, la police des mœurs sévissait, mais la police des mœurs sévissait Donc plutôt... finalement, les femmes sont les victimes de Ben oui, cette... elle sévissait plutôt contre les femmes, Ouais. parce que là, c'est plutôt une police contre les mauvaises mœurs, et notamment contre les prostituées, parce qu'à l'époque, parmi les prostituées, on avait ce qu'on appelait les prostituées en carte, qui faisaient une déclaration donc à la préfecture de police, et qui subissaient un examen donc médical à peu près une fois par an. Voilà. Et donc il y a une prostitution clandestine où on considérait qu'il y avait aussi des femmes de mauvaises mœurs qu'entraînaient plus ou moins dans le péché des hommes. Donc la police des mœurs, qui était active plutôt dans un certain nombre de grandes villes, voilà, lui était dévolu de veiller à ce moment-là donc à la bienséance. Les sentiments sont au cœur aussi dans vos travaux. Vous avez écrit un essai sur l'histoire de la haine, cette passion triste, et vous avez également analysé les émotions judiciaires. Parmi celles-ci, il y a la peur. Diriez-vous qu'il y a une corrélation entre ces deux-là, l'une anime-t-elle l'autre? Oui, il peut y avoir une corrélation entre la peur et la haine, parce que la peur, ça peut être par exemple la peur de l'autre. Alors au XIXe siècle, on l'oublie un petit peu trop souvent, mais il y avait des bagarres entre jeunes de villages différents, et parfois ces bagarres se terminaient par mort d'homme. Donc on avait aussi, si je puis dire, des zones de non-droit à cette époque-là. Donc on pouvait avoir la peur de l'autre. On pouvait aussi voir la peur des étrangers. Et donc à l'époque, les étrangers, ceux qui circulaient, notamment dans le monde agricole, c'était pour l'essentiel des Belges et puis des Italiens. Et donc il y a eu une haine des Italiens qui ont donné lieu donc à des crimes. Hein. Là, il y a pas de doute de ce côté-là. Donc la peur peut provoquer aussi la haine, parce que du coup, on a une représentation fantasmagorique de l'autre qui est plus ou moins assimilée à un danger ou à un ennemi, et on peut arriver donc à le haïr.
C'est un petit peu ce qui est arrivé aux Bohémiens au 19e siècle, au début du 20e siècle, puisque ils ont fait l'objet d'abord d'un contrôle policier, d'un fichier anthropométrique, ce qui n'existait pas pour les autres catégories, et on considérait dans la rumeur globale que c'était des voleurs d'enfants. Donc on en avait peur, et donc comme on en avait peur, on les haïssait. Donc là, il y avait une sorte de filiation au niveau des émotions et des sentiments. En tout cas, cette expression de peur est entrée quelque part dans le langage, en fait, quasi quotidien. On se souvient de cette phrase de Roger Giquel, JT de TF1, la France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Depuis, alors l'expression est utilisée à tort et à travers. Est-ce qu'il y a une utilisation systématique de cette expression dans le débat public aujourd'hui? Que ce soit de la part de responsables politiques, que ce soit de la part de journalistes aussi dans les médias? Non, mais là, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on oublie souvent, comme sa déclaration est tronquée, voilà, on retient que la première partie, et donc à ce moment-là, on peut lui faire dire à peu près donc n'importe quoi, et puis comme cette première partie de sa déclaration ressemble un petit peu à une formule choc, ça peut être assimilé à un slogan, donc on peut l'utiliser de toutes les façons, à la fois parce que ça peut attiser le sentiment d'insécurité, ou voilà, en disant bon, il faut prendre davantage de mesures, la société donc maintenant est une société totalement criminogène. On peut pas aller, si je peux dire, dans une salle ou dans un couloir sans forcément être menacé donc par une agression. Et c'est une formule qui a été instrumentalisée. Alors là, je pense que malgré tout, les médias ont aussi un rôle à jouer en rétablissant, si je peux dire, le contexte qui est pas très long, mais si on dit donc, voilà pourquoi cette phrase-là a été prononcée, qu'est-ce qui s'est passé avant, quel était le sujet de l'émission, et qu'est-ce que le journaliste a véritablement voulu dire. Mais là, évidemment, ça lui est resté, si je peux dire, collé en permanence, et ça l'accompagnait tout au long de sa carrière. Est-ce que vous avez le sentiment que la société glisse de plus en plus vers des pulsions répressives? Bah, comme historien, là, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est cyclique. Voilà. Oui. Régulièrement, donc, on attise davantage toutes les mesures répressives parce que c'est plus facile à annoncer d'une certaine manière. On dit voilà, si par exemple on dit aujourd'hui, alors que à l'époque de Michel Foucault, c'est des aspects qui n'existaient pas, mais c'est le narcotrafic qui fait peur, qui attise l'inquiétude avec un certain nombre des dérèglements de compte. Et donc, à ce moment-là, c'est plus facile de prendre des mesures répressives parce qu'on dit, voilà, on va construire des quartiers de haute surveillance, des prisons donc spéciales, on va augmenter donc les forces de l'ordre. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est davantage répressif. Mais à d'autres époques, on a tenu aussi le même discours. Par exemple, quand on a eu les attentats par le fait de certains courants donc anarchistes à la fin du 19e siècle avec des bombes qui avaient été lancées. Donc à ce moment-là, on prend toute une série de mesures répressives et même du point de vue de la législation, on va adopter ce qu'on a appelé à l'époque les lois scélérates vers les années 1892-1894. Voilà. Donc là, évidemment, on sort l'arsenal répressif. Mais évidemment, si on prend un peu de distance sur 2 siècles ou un peu plus, la grande difficulté, évidemment, reste quand même la prévention. Comment faire pour limiter le plus possible à ce moment-là ce type de comportement et créer ces situations qui, quand elles sont installées en place, qui sont enquistées, sont très difficiles à ce moment-là à contrecarrer. Donc, vous avez évoqué un certain nombre de déclarations. Et c'est vrai que dernièrement, dès qu'un drame implique, par exemple, de jeunes personnes, vous avez travaillé sur les violences juvéniles, on évoque l'ultra-violence. Alors, vous, effectivement, votre hauteur de vue en tant qu'historien sur les siècles passés vous permet de dire est-ce qu'il s'agit vraiment d'ultra-violence? Est-ce que on dit que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violents que les jeunes d'avant? C'est vrai? Alors là, il ne s'agit pas d'être angélique non plus, parce qu'on voit par exemple que dans certaines affaires, et là je suis pas compétent ni spécialiste de ça, mais d'après ce que j'ai pu lire ici ou là, bon, on recrute par exemple des mineurs comme tueurs à gages. Voilà. Or, ceci dit, au 19e siècle, on voit aussi un certain nombre d'auteurs de crimes épouvantables, notamment contre des vagabonds, en disant, voilà, je les ai tués avant 16 ans, puisqu'à ce moment-là, c'est l'âge de la majorité pénale. Alors, même si, évidemment, on faisait une différence entre 16 et 18 ans. Voilà. Donc, on a des comportements, finalement, qu'on retrouve à peu près donc à toutes les époques, même si à chaque fois, évidemment, ça semble être une menace. Et Michel Perrault a très bien noté que à la fin du grand 19e siècle et au début du 20e siècle, on a donc le phénomène des Apaches, qui sont des bandes de jeunes. Alors on a une construction médiatique autour de ces Apaches,
Et à ce moment-là, le docteur Lejeune, en 1910, publie un petit fascicule qui s'intitule, en gros, il faut fouetter les Apaches. Voilà, parce que sous-entendu, si on les fouette comme ça, eh bien, ça va les humilier et ils vont perdre toute autorité et tout crédit auprès de leur bande. Et donc, à ce moment-là, on a, à la veille de la guerre de 14-18, une société française qui a peur de sa jeunesse. Et quand une société commence à avoir peur de sa jeunesse, là, ça veut dire que c'est la société qui est malade. C'est cyclique finalement. C'est un peu cyclique. Tout à fait. Chaque époque a son Lejeune. Voilà, chaque époque a son groupe de jeunes. Alors, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des faits de violence qui sont commis. Il s'agit pas de les nier, mais il s'agit aussi de les réinscrire dans le temps long. La vengeance déguisée en justice est notre plus affreuse grimace, écrivait François Mauriac. Dans l'imaginaire social, la justice se confronte-t-elle parfois avec la vengeance ? Oui, alors la justice est parfois confrontée avec la vengeance à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de l'institution judiciaire elle-même et du regard qui est porté sur l'institution, parce que parfois certains procès ou certains jugements ont été qualifiés de vengeance sociale, en disant c'est une manière finalement de se venger des plus déshérités de la fortune. Alors donc évidemment un certain nombre de militants de formation plutôt socialistes disaient évidemment que c'est une justice de classe. Bon, ce qui est pas faux quand on regarde évidemment à ce moment-là qui était jugé. On invente même une expression à cette époque-là, on parle de gibier pénal pour désigner à ce moment-là quels sont donc les milieux qui sont davantage sollicités par la justice, parce que toute la délinquance qu'on appelle aujourd'hui la délinquance en col blanc ou la corruption qui peut s'apparenter, les fraudes fiscales. Voilà, tout ça c'est quelque chose qui échappait en fait en réalité donc à la justice. Et puis l'autre aspect évidemment maintenant au niveau de la vengeance, c'est les affaires qui sont jugées par l'institution judiciaire. Donc là, effectivement, on ne supporte pas son voisin, voilà. Donc on va mettre le feu à sa maison, voilà, tout brûle et puis le voisin aussi. On va poignarder quelqu'un, on va tendre un guet-apens dans la forêt et au prétexte de la saison de la chasse pour le tirer dessus et le tuer. Donc la vengeance est une sorte de phénomène humain, mais la plupart des gens, hommes ou femmes, ouais, sont capables de contrôler, si je peux dire, leur pulsion pour ne pas aller jusque-là. J'ai une avant-dernière question, une citation à vous soumettre, Frédéric Chauveau. C'est Éric de Montgolfier, un magistrat, procureur qui était connu donc dans l'affaire comme l'homme qui a fait tomber Bernard Tapie. Quand on lui pose une question au sujet de la justice, alors il la formule ainsi. Pour ce qui est de la justice, surtout évitez de comparaître devant elle. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette citation ? Et deuxième question, après tant d'années à travailler sur la justice, est-ce que vous avez toujours une certaine idée de la justice ? Alors je commencerai par la fin. Oui, une certaine idée de la justice, parce que bon, la justice, comme toute institution, voilà, elle est composée d'hommes et des femmes, et tous ceux que j'ai pu rencontrer, comme l'ancienne première présidente de la cour d'appel de Poitiers, Gwenola Jolicoeur, sont des personnes qui sont totalement donc investies dans leur métier. C'est-à-dire que là, alors j'imagine aussi si on faisait donc l'étude de détail comme dans toute profession, on trouve entre guillemets donc quelques personnalités donc un petit peu singulières, mais globalement moi j'ai toujours rencontré ceux que j'ai pu rencontrer dans les archives et ceux que j'ai pu interviewer ou rencontrer, des hommes et des femmes qui étaient totalement donc investis donc dans leur métier, qui avaient vraiment chevillé au corps la défense du service public. Donc si un jour je devais me retrouver devant une juridiction, a priori j'y aurais plutôt avec une certaine confiance. Bon voilà, ça c'est le premier point. Et puis alors l'autre partie de votre question, c'était justement parce que lui qui vient justement qui vient du milieu, j'ai envie de dire, qui vient de l'intérieur de la machine, il dit surtout éviter de comparer devant elle. Alors il sait de quoi il parle. Voilà. Mais justement, ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir des comportements qui permettent d'être conduits devant la justice. Ce qui n'empêche pas qu'il existe quand même, même si elles sont très peu nombreuses en réalité, un certain nombre d'erreurs judiciaires. Voilà. Et quand la justice se met en place de cette façon-là, il peut y avoir un engrenage et c'est très difficile d'en sortir et d'apporter donc à ce moment-là donc la preuve. Mais par rapport au 19e siècle, la question des erreurs judiciaires, ce sont des affaires qui vont quand même en s'amenuisant de plus en plus. Dernière question, Frédéric Chauveau. Si vous devriez vous exiler sur une île et partir avec qu'un seul livre pour bagage, vous choisiriez lequel ? Dans la justice, je prendrais soit le livre de Beccaria, soit peut-être un ouvrage de Robert Badinter, qui était quand même un homme extraordinaire. Lequel ?
de ces livres? Alors je sais pas, peut-être, je pourrais prendre l'abolition, mais peut-être la prison républicaine, qui est un livre collectif, ou peut-être parce que c'est un livre très optimiste, celui qu'il avait écrit en collaboration sur Condorcet, parce que c'est un livre sur une manière de procéder donc à l'éducation des uns et des unes. Merci. Merci à vous.